Le président Võ Văn Thưởng a rendu visite à l'Université nationale de Ho Chi Minh Ville à l'approche de la journée des enseignants vietnamiens le 20 novembre. À travers des activités de promotion commerciale, les produits vietnamiens peuvent mieux conquérir le marché chinois. Grâce au soutien du parti et de l'État, les villages des ethnies minoritaires dans les hauts plateaux du centre ont trouvé de nouveaux moyens pour s'échapper à la pauvreté. Mesdames et messieurs, bonjour. Restez avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le président de la République, Võ Văn Thưởng, a rendu visite ce lundi 13 novembre aux enseignants de l'Université des sciences sociales et humaines relevant de l'Université nationale de Ho Chi Minh Ville à l'approche de la journée des enseignants vietnamiens le 20 novembre. Au cours de sa visite, le chef de l'État s'est rendu à la faculté de philosophie où lui-même et plusieurs autres étudiants en philosophie ont étudié il y a plus de 30 ans. Il a apprécié la recherche continue et le dévouement des enseignants. Les connaissances approfondies et les personnalités exemplaires des enseignants servent d'exemple inspirant aux étudiants, les encourageant à faire des efforts pour devenir de bons citoyens. Ce lundi à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu le président du groupe japonais Marubeni Kakinoki Masumi. Il a invité ce groupe à les entreprises japonaises à investir davantage au Vietnam. En dépit de défis majeurs, l'économie vietnamienne se redresse progressivement. Le chef du gouvernement a souligné que la macroéconomie est stable, l'inflation est maîtrisée et les grands équilibres de l'économie ainsi que de la sécurité sociale sont préservés. Par conséquent, de nombreuses entreprises japonaises ont décidé de s'implanter au Vietnam. Kakinoki Masumi a quant à lui partagé que le groupe Marubeni a investi plus de 593 millions de dollars au Vietnam depuis 1991, créant ainsi 7500 emplois. Il a affirmé que le Vietnam était un marché important pour son groupe en Asie. Dans les temps à venir, le groupe continuera à investir des milliards de dollars dans des projets liés aux énergies, à la transformation ainsi qu'aux infrastructures. À l'invitation de son homologue américain Joe Biden, le président Võ Văn Thưởng et son épouse, accompagnés d'une délégation de haut niveau, assisteront à la semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023. Le président mènera également des activités bilatérales aux États-Unis du 14 au 17 novembre. Cela continue d'être une opportunité pour le Vietnam de proposer des initiatives pour promouvoir le processus de l'APEC, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la coopération au sein de ce forum économique intergouvernemental. Ayant pour thème créer un avenir résilient et durable pour tous, l'événement APEC de cette année se concentrera sur 3 priorités: la connexion, l'innovation et l'inclusion. La participation du président Võ Văn Thưởng à cette conférence démontre la responsabilité et la volonté du Vietnam dans sa contribution au sein de l'APEC, ce qui permettra de renforcer le rôle du pays sur la scène régionale et internationale. Dans le contexte où les relations entre le Vietnam et les États-Unis se sont fortement développées ces derniers temps et que les deux parties ont établi un partenariat stratégique global, cette visite du président est encore plus importante. Le chef de l'État se joindra aux dirigeants de l'APEC pour discuter des principaux problèmes auxquels la région est confrontée et proposera des mesures spécifiques en matière de commerce, d'investissement, de sciences et de technologie pour promouvoir la coopération dans divers domaines. Après plus de 30 ans de formation et de développement, l'APEC comprend actuellement 21 économies membres représentant 38% de la population et 62% du PIB mondial. Depuis son adhésion à l'APEC il y a 25 ans, le Vietnam a contribué de manière active, responsable et efficace à tous les domaines de coopération, laissant de nombreuses marques importantes dans le processus de développement de l'APEC.
Le Vietnam est l'une des rares économies à avoir accueilli 2 fois le sommet de l'APEC, en 2006 et en 2017. L'initiative visant à construire une nouvelle vision de l'APEC a été proposée lors du sommet de l'APEC 2017 à Da Nang. Le groupe de vision de l'APEC a été donc créé, ce qui constitue une base importante pour l'APEC d'adopter la déclaration commune sur la vision de Putrajaya jusqu'en 2040. Le Vietnam est sans doute un partenaire et une économie coopérative tout au long du processus de l'APEC. L'une des choses que le Vietnam a réussi à faire est de rassembler tous les membres de l'APEC, les encourageant à mettre de côté les désaccords et les tensions commerciales pour œuvrer vers l'objectif commun de promouvoir la liberté commerciale en Asie-Pacifique. Fort de son expérience, de son esprit d'initiative et de sa positivité, le Vietnam continuera d'accompagner l'APEC dans son prochain voyage de développement vers la mise en œuvre du plan d'action sur la vision 2040 de l'APEC. Depuis la fin du mois d'octobre, 250 formalités administratives de 13 ministères et branches sont réalisées à travers le mécanisme du guichet unique national. Environ 66 300 entreprises utilisent ce mécanisme pour leurs tâches administratives. À l'avenir, le département général des douanes élaborera un plan directeur sur la construction et le développement d'un système informatique destiné à servir la mise en œuvre du mécanisme national de guichet unique ainsi que celui de l'ASEAN. Dans le même temps, le département général des douanes se coordonna avec les agences compétences pour échanger officiellement les déclarations en douane au sein de l'ASEAN, ainsi qu'élaborer une feuille de route pour connecter les documents électroniques avec des partenaires tels que le Japon, la Chine et la République de Corée. La 23e foire commerciale internationale Vietnam-Chine s'est tenue du 10 au 15 novembre dans la ville de Lao Cai, province de Lao Cai au nord. Il s'agit d'une activité organisée en alternance chaque année entre les provinces de Lao Cai au Vietnam et de Yunnan en Chine et qui joue un rôle important dans la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays. L'événement a attiré la participation de 300 entreprises de nombreuses provinces et villes vietnamiennes et chinoises. Les stands de fruits vietnamiens comme le durian, le fruit du dragon et le pamplemousse sont très divers par le type et leurs origines. Ce sont tous des produits phares du Vietnam. La Chine est sur le point d'entrer dans l'hiver. Les produits fruitiers sont peu nombreux. Les fruits vietnamiens présents au salon de cette année répondent tous aux normes biologiques ou véganes. Bien que le prix soit supérieur au prix du marché intérieur, ils sont très populaires en Chine. Les produits agricoles vietnamiens présentent de nombreux avantages. Je m'intéresse au marché vietnamien en raison de sa situation géographique proche de la Chine. La mangue fait partie des produits fortement consommés en hiver en Chine. Cette entreprise chinoise trouve des opportunités d'importer les mangues du Vietnam. Notre entreprise importe chaque année du durian, du fruit du dragon et de l'ananas du Vietnam. Après l'importation, nous les transporterons vers les marchés en Chine. Après avoir discuté avec la partie vietnamienne, nous réfléchirons à une coopération à long terme. Ce qui fidélise les clients chinois, c'est la qualité du produit. La réduction des taxes sur les prix vietnamiens exportés vers la Chine contribue à réduire les prix et à accroître la compétitivité des produits. Notre entreprise a des liens avec les zones de culture des agriculteurs. Le processus de récolte, de transformation et d'emballage à l'usine est très strict. La taxe agricole est actuellement de 0% et les entreprises exportant des produits agricoles vers le marché chinois sont avantagées. Nous nous sommes coordonnés avec la partie chinoise pour attirer les grandes entreprises et les entreprises possédant des marques nationales de Chine et du Vietnam à participer au stand de cette année. L'objectif est de promouvoir la protection des produits forts et des grandes marques du Vietnam et de la Chine afin que les deux parties puissent se connecter davantage à l'avenir. Après 2 ans d'interruption en raison de la pandémie, la foire internationale Vietnam-Chine s'est à nouveau tenue en présentiel. Les échanges en face à face, tout en recevant des assurances des autorités des deux pays, ont considérablement accru la confiance des entreprises vietnamiennes et chinoises.
les produits vietnamiens ont davantage de possibilités de s'implanter sur le marché chinois. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam, l'administration générale des douanes de Chine a officiellement autorisé une société vietnamienne à exporter des nids d'hirondelles sur le marché. Selon le Bureau de médecine vétérinaire, 45 entreprises se sont enregistrées pour exporter des nids d'hirondelles vers le marché chinois et ont reçu des conseils de bureau pour mettre en œuvre une surveillance de la sécurité alimentaire et de la sécurité sanitaire conformément aux exigences chinoises. Sur les 63 provinces du Vietnam, 42 sont impliquées dans l'élevage d'hirondelles et plus grand nombre de nids d'oiseaux étant situés dans la province de Kiên Giang. Au cours des 10 premiers mois de l'année, les exportations de produits agricoles, forestiers et halieutiques ont montré de nombreux signes positifs avec une croissance de 7% par rapport au mois précédent. Toutefois, les exportations de produits de mer n'ont pas atteint le taux de croissance prévu. Le homard, un produit à haute valeur économique, connaît un ralentissement en raison des exigences officielles du marché chinois. Tout de suite, état des lieux dans le centre méridional. Il s'agit d'un lieu de commerce du homard dans la baie de Vinh Phong, province de Khánh Hòa. Mais depuis 2 mois, cet endroit est devenu désert. Les entreprises ne viennent plus ici pour acheter du homard. Monsieur Hun élève jusqu'à 15 000 langustes. Il est très inquiet car ces langustes ne peuvent pas être vendus et il doit dépenser 12 millions de dong par jour pour leur alimentation. Nous serons confrontés à des difficultés si cette situation perdure. Nous avons emprunté de l'argent pour acheter de la nourriture pour les homards. Le homard se classe au premier rang en termes de valeur économique parmi les produits aquatiques d'élevage, atteignant parfois jusqu'à 2,6 millions de dong le kilo. Mais actuellement, le prix du homard est tombé à 1 million de dong le kilo. La raison est que le marché chinois a diminué les quotas d'importation et introduit de nombreuses nouvelles réglementations concernant l'importation de homards. Nous n'avons plus d'argent pour élever des homards. Nous avons emprunté auprès des banques et des particuliers à des taux d'intérêt élevés. Les produits du homard génèrent un chiffre d'affaires annuel moyen de 1 500 à 2 000 milliards de dong. Cependant, 75 à 90% de la production de homard est exportée fraîche vers le marché chinois via des voies non officielles. Nous devons déterminer le code de la zone de plantation. Actuellement, nous avons 2 indicatifs régionaux à Pho Yen. Si nous parvenons à en créer davantage, ce sera l'occasion de stimuler les exportations officielles. Actuellement, il est très difficile pour les entreprises et les éleveurs de surmonter les obstacles liés à la réglementation d'exportation du homard. Tout de suite, notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Selon les prévisions du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, le pays comptera environ 153 000 travailleurs envoyés à l'étranger, soit un chiffre record équivalent à celui de 2009. Au cours des 10 derniers mois, plus de 132 000 travailleurs ont quitté le pays, atteignant plus de 120% du plan annuel. Le Japon est le premier marché d'accueil de travailleurs vietnamiens avec plus de 67 500 travailleurs, suivi de Taïwan, Chine et de la République de Corée. La Chine, la Hongrie, Singapour, la Roumanie, la Pologne et l'Arabie saoudite reçoivent aussi les travailleurs vietnamiens.
Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales espère pouvoir maintenir dans les années à venir le nombre de Vietnamiens travaillant à l'étranger. Actuellement, chaque année, ces travailleurs envoient chez eux environ 3,5 et 4 milliards de dollars. Le travail hybride est devenu une tendance populaire dans le monde après le Covid-19. Il s'agit d'un modèle de combinaison de travail traditionnel en présentiel au bureau et de télétravail. Cette combinaison de lieux de travail permet aux employés de bénéficier d'une plus grande flexibilité. Et au Vietnam, selon les statistiques de la Société de recrutement de ressources humaines, GLINT, le taux d'adoption du travail hybride est d'environ 11%. Et selon les experts, ce sera le modèle de travail du futur. Madame Thuong travaille dans une société de gestion des opérations de branding médiatique. Elle n'a besoin d'être présente à l'entreprise que tous les mardis et jeudis pour des réunions. Le reste des tâches est géré par elle-même à distance. L'efficacité du travail n'est pas réduite. Au contraire, ma créativité a augmenté. Les communications, la publicité, le marketing sont des industries liées à la créativité. Des modèles de travail hybrides sont adoptés par de nombreuses entreprises. Les employés travaillent en alternance pour optimiser l'espace et les coûts. Ce sont les avantages du travail hybride. À Ho Chi Minh Ville, la tendance à appliquer ce modèle de travail augmente chaque année. Pour les grands locaux allant de 70 à 100 mètres carrés, nous sommes flexibles en les divisant jusqu'à 20 ou 25 mètres carrés pour les locataires en fonction de leur budget et de leurs besoins d'utilisation. Le travail hybride est l'héritage de la tendance au travail à distance de la saison épidémique. Il est une vraie révolution pour l'entreprise. Cette organisation du travail conduit à une nouvelle manière de vivre, chez soi comme au bureau. Saisissant ces tendances, les entreprises de location de bureaux proposent souvent de nombreuses options adaptées aux entreprises. Ces dernières années, de nombreuses directives et politiques du parti et de l'État ont été mises en œuvre dans les hauts plateaux du centre pour améliorer la vie de la population locale, notamment celle des ethnies minoritaires. Parallèlement à cela, le parti et l'État encouragent également les gens à créer de nouveaux modèles économiques. Cela a contribué à réaliser des progrès significatifs dans le développement économique local. Tout de suite, état de lieu dans la province de Kon Tum. Il y a quelques années, la province de Kon Tum a pris la décision de transformer le hameau de Virengeo en village touristique communautaire. Au début, cette décision suscitait du scepticisme en raison de l'éloignement du village et du manque d'expertise des habitants en matière de tourisme. Cependant, grâce aux efforts collectifs de la population, les infrastructures du village ont été améliorées et plusieurs homestays de qualité ont été construits. Le tourisme communautaire aide les gens à gagner plus de revenus. Si les gens développent bien ce modèle, de plus en plus de touristes viendront ici et leurs revenus augmenteront également. Les autorités locales ont expliqué à la population les avantages économiques, culturels et sociaux apportés par le tourisme communautaire. De plus, nous aidons les gens à améliorer leur connaissance du tourisme et leur fournissons des idées de tourisme communautaire. Le district de Tumorong est quant à lui considéré comme la localité ayant le taux de ménages pauvres le plus élevé du pays, malgré la possession d'herbes médicinales de grande valeur comme le ginseng ngọc linh. Cependant, ces dernières années, leur façon de penser a radicalement changé. Ils ont osé emprunter des capitaux pour investir dans la création d'une coopérative spécialisée dans la culture du ginseng ngọc linh. Nous avons déployé des efforts pour encourager les membres du parti et les dirigeants locaux qui sont issus des ethnies minoritaires à innover dans leurs réflexions. Ces personnes serviront d'exemple à suivre pour la communauté locale. De plus, nous fournirons de nouvelles informations et expliquerons aux gens ce qu'ils doivent changer. Après 3 ans, près de 2000 ménages du district de Tumorong sont sortis de la pauvreté, en grande partie grâce à la production de produits endémiques locaux.
Le niveau de vie des groupes ethniques de la province de Kon Tum s'est considérablement amélioré grâce à des changements progressifs dans leur mentalité et leurs pratiques commerciales. Il existe un temple unique en son genre dans la région du sud-ouest. Le caractère unique de ce monastère réside dans le trésor préservé et protégé depuis près de 200 ans. Il s'agit de 85 documents d'ordination royale attribués à des dieux naturels et humains par les empereurs de la dynastie des Nguyen. En quoi consiste la valeur de ces ordinations ? Rendons-nous tout de suite dans la province de Vĩnh Long pour visiter le temple Công Thần et en savoir plus sur l'histoire et les valeurs de 85 ordinations spéciales qui y sont préservées. Voici une cérémonie d'ordination royale organisée tous les 3 ans dans le temple Công Thần, province de Vĩnh Long. Ce rituel est effectué de manière extrêmement solennelle et respectueuse. Les 85 documents d'ordination sont lus à haute voix pour rappeler les mérites des génies et des héros envers cette terre. Ce document d'ordination numéro 45 porte sur les mérites du duc national Tông Phước Hiệp. Il fut délivré en juillet 1843, soit dans la 3e année du règne de Thiệu Trị. Le duc national Tông Phước Hiệp a joué un rôle déterminant dans le défrichement, le développement et la protection de l'ancien palais de Long Hồ. Selon des documents historiques, le palais Long Hồ fut le premier système de forteresse des Vietnamiens dans le delta du Mekong. Au-delà de son empreinte géographique, le palais constitue également une preuve de la souveraineté nationale dans le delta du Mekong. La restauration de ce rituel aide à rappeler l'histoire de cette terre et à renforcer le lien entre les générations. La cérémonie d'ordination est un rituel perpétué depuis plus de 100 ans au temple de Công Thần. Lorsque j'ai été autorisé à participer à cette cérémonie, cela a été une grande fierté, parce que j'ai eu la chance d'accompagner les ancêtres et de découvrir les espaces rituels. Cela me fait aimer davantage le patrimoine culturel. Cette cérémonie montre aussi notre respect pour les génies ayant eu les mérites de défricher cette terre et de nous apporter une vie prospère et paisible comme aujourd'hui. Les habitants de Vĩnh Long en sont très fiers, de génération en génération. Ils contribuent à préserver et à valoriser ce patrimoine ancestral. Construit en 1837, le temple de Công Thần est un lieu de culte pour les mandarins de la dynastie des Nguyen qui ont contribué à la création du delta du Mekong, ainsi que pour les dieux naturels apparus dans les légendes vietnamiennes. Au total, 21 dieux humains et 16 dieux naturels sont vénérés à ce temple. Ces dieux ont été ordonnés par les empereurs de Nguyen et vénérés selon l'hiérarchie de culte. 85 documents d'ordination y sont conservés. Selon ces documents, le système divin des dieux humains et des dieux naturels dans la région du Sud est divisé en 3 niveaux, la classe supérieure, la classe moyenne et les dieux de branche. Le musée de Vĩnh Long a également numérisé ces 85 documents d'ordination dans le but de créer une ressource de référence utile pour les recherches et les études sur les ordinations royales. Le titre de divinité est porteur de nombreuses valeurs précieuses car il contient de nombreuses informations sur les croyances, l'histoire, les beaux-arts ainsi que des informations sur les sceaux royales à une grande valeur culturelle et spirituelle. Par conséquent, préserver les documents d'ordination signifie préserver l'âme du village. C'est une responsabilité, voire une tâche sacrée de tous les habitants. Les habitants sont très religieux. Chaque année, plus de 4000 personnes y viennent pratiquer le culte des dieux. À cela s'ajoutent 8 ou 9 000 visiteurs venus de tous les coins du pays.
Ce village est resté intact durant les guerres. Les gens croient que les dieux les ont protégés et leur apportent de la prospérité et de la chance. Nous espérons que ce vestige sera mieux connu et protégé. En 1998, le temple de Công Thần dans la province de Vĩnh Long a été reconnu par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme comme vestige culturel national. Les efforts de la communauté locale visant à préserver les documents d'ordination royale ont contribué de façon importante à cette reconnaissance. Voici les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.